pour avancer dans la compréhension de la mort des abeilles, l'université et le jardin botanique de Neuchâtel ont demandé à leurs visiteurs de leur rapporter des miels de leur voyage, en Suisse comme à l'étranger. Le but, les analyser pour savoir s'ils contenaient des résidus des 5 néonicotinoïdes les plus répandus au monde. Il s'est avéré que 75% de ces miels avaient des traces de l'un des 5 pesticides qu'on étudiait. Ça, c'est important de le signaler puisque nous n'avons étudié que 5 pesticides, mais de manière extrêmement précise, c'est-à-dire à peu près jusqu'à 10 picogrammes de définition d'analyse. Les néonicotinoïdes sont les insecticides les plus utilisés au monde pour les grandes cultures, que ce soit par épandage au sol, par pulvérisation ou même par enrobage des semences. Des insecticides très efficaces. Cependant, de nombreuses études ont aussi démontré qu'ils avaient des effets dévastateurs sur les abeilles. Beaucoup d'études ont travaillé souvent sur un seul effet. Ça peut être un effet d'endormissement ou un effet de cognition, c'est-à-dire de perte de mémoire. C'était aussi un effet sur le développement des larves. Il y a un effet assez particulier qui a été étudié de manière plus pointue. C'est l'effet anti-appétence, c'est-à-dire que l'abeille n'a plus faim, elle ne cherche plus. Et puis évidemment, là, la problématique, c'est que si elle ne cherche plus à se nourrir, elle va s'affaiblir très rapidement. Mais à ce niveau d'étude, c'est-à-dire quand on est dans l'infinitésimal comme votre étude, certains disent que vous cherchez vraiment la petite bête. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques ? Alors c'est une jolie formule, puisque la petite bête, c'est justement l'abeille. Elle fait 85 mg, c'est vraiment un poids léger par rapport aux 85 kg de chair humaine. Et puis donc cette question d'échelle, pour un nanogramme de substance qui est dans le corps d'une abeille qui fait juste 85 mg, c'est énorme. La mort des abeilles, connue sous le nom scientifique de syndrome d'effondrement des colonies, est observée depuis 20 ans aux États-Unis et depuis une quinzaine d'années en Europe. En Suisse aussi, des apiculteurs ont tiré la sonnette d'alarme il y a plusieurs années déjà. C'était l'hiver 2005-2006 où on a eu 50% de perte de notre cheptel. C'était vraiment la première fois qu'on avait cette grosse casse. Je mets la faute sur l'arrivée des néonicotinoïdes à cette époque. Maintenant, ça va quand même légèrement mieux. Moi, je n'ai pas eu personnellement des pertes aussi importantes depuis l'hiver 2005-2006. C'est multifactoriel, c'est un ensemble. Le varroa, plus les pesticides, plus ci, fait que les abeilles ne passent pas le cap en hiver. Alors, je suis en train de chercher la reine qui est en port pour la marquer. Ça nous permet de savoir si c'est une reine qui a 1 année, 2 ans, ou si c'est une vieille, une jeune. Parce qu'actuellement, avec les problèmes qu'on a en apiculture, il vaut mieux travailler avec des reines, des jeunes reines. Avant, on avait rarement des grosses pertes. Un mauvais hiver, c'était 10% de pertes. Maintenant, c'est un tout bon 10%. La perte de la moitié de son rucher a forcé Franck Crozet à revoir son modèle d'entreprise. Il s'est séparé d'un employé fixe et travaille désormais avec un collaborateur à temps partiel. Il a aussi renoncé à la vente en gros pour privilégier la vente directe, histoire de récupérer son manque à gagner. Les Suisses pourront bientôt s'immiscer dans ce débat sur les pesticides de synthèse. Une initiative populaire qui demande leur interdiction pure et simple dans l'agriculture a en effet été déposée en mai dernier. Les échanges promettent d'être nourris. Alors, je suis plutôt favorable. Je sais bien que je ne veux pas me faire des amis. Les paysans, il faut aussi qu'ils produisent, il faut aussi qu'ils travaillent. Ils ont aussi des nuisibles dans leur culture, donc il faut aussi qu'ils aient des solutions. Mais je pense qu'il ne faut pas jouer les apprentis sorciers. Du côté des agriculteurs, les choses commencent à bouger. La Confédération encourage déjà par les paiements directs des pratiques agricoles plus douces pour l'environnement.
Plus récemment, Vaud, Jura et Jura bernois ont lancé un projet pilote sur 6 ans destiné plus précisément à faire le lien entre agriculture et apiculture. Plusieurs centaines d'agriculteurs ont répondu présents. Exemple à Prangin. Ce qui m'a plu, c'est que essayer de ne pas mettre des insecticides, je trouve ça vraiment intéressant. Et puis on pouvait sortir aussi de ce projet si tout d'un coup on devait mettre des insecticides. Alors ce qu'on n'a pas fait, on est allé jusqu'au bout. On se rend compte que c'était pas forcément idéal cette année. Mais ce qui m'a poussé, il y a le côté financier, parce qu'on nous donne un petit quelque chose pour essayer d'avancer. Ce programme, qui cherche à étudier l'impact de certaines pratiques agricoles sur la santé des abeilles, est copiloté par 2 chefs de projet. Alors on a 2 objectifs principaux. Tout premièrement, c'est de favoriser les insectes pollinisateurs, donc plus particulièrement les abeilles sauvages et les abeilles domestiques. Donc on va par là augmenter les ressources en nourriture ou par exemple aussi diminuer des pratiques agricoles qui peuvent les nuire. Le second objectif principal, c'est d'améliorer la communication entre agriculteurs et apiculteurs. Bonjour, monsieur Troxler. Bonjour, madame. Vous allez bien? Bien, vous? Oui. Il y a parfois des préjugés qui peuvent exister ou des malentendus qui perdurent. On s'est aperçu qu'il y avait parfois une méconnaissance du métier de l'un ou de l'autre. Et puis l'objectif du projet, c'est durant ces 6 ans de mener des actions qui vont permettre d'améliorer cette situation. Ce programme est le premier à vouloir encourager les liens entre apiculteurs et agriculteurs. À bon entendeur a invité M. Pache à rencontrer un apiculteur dont les ruches sont à moins de 2 km de son exploitation. Il commence par lui faire visiter son champ de colza. Alors on va regarder le champ ici. Vous voyez, il y a deux champs de colza différents, comme je vous expliquais. Donc, je ne sais pas si vous voyez la différence ici. Oui. On a deux parties. Donc une partie qui a été traitée, qui a été avec un insecticide, et puis sur la gauche où il n'y a rien qui a été fait. OK. Et puis on voit une différence là, si on s'approche un petit peu dans le champ, l'épaisseur, on va dire la densité ici des siliques présente, et puis la densité qu'il y a sur le champ d'à côté. À ce moment-là, on se pose la question, est-ce qu'on est sur le bon chemin? Là, c'est clair qu'on cherche à être mettre moins d'intrants de synthèse. On voit toutes les initiatives qui arrivent sur le bureau du Conseil fédéral. Où je trouve qu'elles sont bien, c'est qu'elles vont amener un débat. Pour renoncer aux insecticides, Reynald Pache va toucher une prime de 200 francs à l'hectare. Mais il sait déjà que cette compensation ne suffira pas à couvrir sa perte. L'année où l'agriculteur aura pris sa mesure, on ne peut pas lui donner plus que la contribution qui est prévue. Par contre, si on voit que beaucoup d'agriculteurs sont dans la même situation, ou si une mesure est peu attractive pour les agriculteurs, on a la possibilité de la modifier dans les 3 premières années du projet, avec l'accord de l'Office fédéral de l'agriculture. L'objectif, il est intéressant. Je pense que si je pouvais me passer de tous les insecticides, les pesticides, tout ce qu'on parle pesticides maintenant, je crois qu'on est tous d'accord. On serait les premiers à dire non, on ne veut plus les utiliser parce qu'on a... Mais il faut trouver des moyens alternatifs, quelque chose d'autre qui permet de pouvoir continuer notre métier, produire de la denrée alimentaire. Alors maintenant, c'est une question écologique, c'est une question économique, c'est une question politique. C'est une question de choix de l'être humain et de l'humanité, savoir si on veut continuer dans notre système ou si on veut complètement changer. Côté pollinisateur, le monitoring se fera sur la santé d'une trentaine de ruchers partenaires. Les apiculteurs concernés, comme M. Troxler, viennent de recevoir des ballons spécialement conçus pour surveiller leurs ruches. Voilà, on est tout bon. On est bon. Voilà, alors là, on a une mesure qui est venue sur l'ordinateur, où là, j'ai toutes les informations avec le poids des 5 ruches, la température. Voilà comme exemple, ça, c'est des mesures que j'ai fait hier. Les abeilles sont... Le suivi de ces données va permettre de surveiller en temps réel l'état de santé du rucher et sa courbe de production. À un moment où il y a eu de la pluie, on voit qu'elles sont rentrées à la maison. Ouais.
c'est clair, l'agriculteur a une influence sur l'environnement et l'environnement a après de nouveau une influence sur notre apiculture, ça c'est évident. Mais il y a beaucoup de facteurs, ça il faut dire. On ne peut pas accuser un seul acteur. Il faut aider l'agriculteur à trouver d'autres manières de cultiver. Il sait très bien cultiver, mais il faut évidemment qu'au niveau financier, il puisse y avoir une aide apportée à l'agriculteur. Ça, c'est clair, c'est évident. Pour vous, c'est un peu un cri d'alarme que vous lancez? Je pense que c'est plus qu'un cri d'alarme. Il faut maintenant stopper parce que la question peut être un peu plus générale, c'est jusqu'où on accepte cet écocide. L'écocide, il est réel, puisqu'une étude allemande a montré que 75% des insectes avaient régressé en Allemagne sur plusieurs décennies. Et c'est en lien avec l'épandage d'une multitude de substances différentes, pas seulement les néonicotinoïdes, mais les fongicides et d'autres pesticides à large spectre. Donc oui, c'est un sacré challenge maintenant que d'essayer de stopper cette production, cet épandage de pesticides. Jean-Daniel Charia, vous avez entendu ce cri d'alarme, ce cri du cœur lancé par Blaise Mühlhäuser. Est-ce que vous êtes favorable à la suppression totale de ces pesticides à large spectre? Alors, je vais vous donner mon avis personnel. Oui, allez-y. Où je trouve que la proposition est assez extrême et il me semble qu'il y a différentes démarches qui seraient possibles, peut-être moins extrémistes et rationnelles, pour arriver à ce but qui est tout à fait louable, certes, mais je pense qu'il y a différentes techniques qui permettraient dans un premier temps de réduire l'usage des pesticides, que ce soit par des mesures de prévention, par des pratiques agricoles plus adéquates, qui causent moins de problèmes aux pollinisateurs. On peut aussi imaginer qu'il y a des luttes possibles qui ne soient pas avec l'usage de pesticides, mais qui soient une lutte mécanique, par exemple. Mais tout ça, ça va prendre du temps, si vous me permettez, parce qu'on sait quand même, et on peut le rappeler, que les abeilles sont indispensables pour les cultures fruitières, les champs de colza, de tournesol, les pois. Est-ce qu'il n'y a pas urgence à faire en sorte que la mortalité des abeilles diminue? Alors effectivement, je pense qu'il y a urgence d'agir. Alors après, c'est au niveau des moyens à mettre en place qui a vraiment le... Alors on va parler de quelques moyens, par exemple, parce que la Confédération a lancé le plan abeilles en 2014. Beaucoup de mesures, on en verra encore en détail, pour protéger la santé des abeilles. Par exemple, des bandes florales naturelles qui pourraient ou qui alternent avec des parcelles de culture traitées avec des pesticides. Est-ce que c'est vraiment efficace? Parce que les abeilles n'ont pas une carte agricole dans la tête. Alors, je dirais que c'est efficace. Après, ça dépend des surfaces qui sont sous cette forme-là. Et je pense effectivement que ça peut être des surfaces refuges pour les abeilles, peut-être pas spécialement pour les abeilles mellifères, mais pour les abeilles sauvages. Donc, il y a près de 600 abeilles sauvages en Suisse. Donc, ça vaut la peine, vous dites là? Alors, je dirais que ça vaut la peine. Alors, et modifier les horaires et les périodes de fauchage, c'est aussi dans ce même plan. Ça vaut la peine aussi? C'est efficace? Tout à fait. Donc, on a fait une étude à Agroscope qui montrait en fait que lorsqu'on fait une fauche sur 1 hectare de facélie ou de trèfle blanc et qu'on utilise un éclateur, donc c'est une machine pour concasser la fibre végétale, il y a une très grande quantité de butineuses qui se trouvent à l'intérieur. Et donc, par des mesures simples, il y aurait, je pense, possibilité de sauver passablement d'abeilles, mellifères et sauvages. Et ce qui est important, c'est aussi que la Confédération va donner à votre centre de recherche des moyens supplémentaires pour participer à des recherches internationales, pour voir ce qui serait possible pour améliorer la survie des abeilles, voir aussi quels sont les effets des pesticides. On en parlera tout de suite dans la suite de cette interview que vous pourrez voir sur notre site internet et sur Facebook. Merci beaucoup pour vos explications. Très bonne soirée. En tout cas, les abeilles qui produisent du miel bio ne devraient pas être exposées du tout à des pesticides, ce qui n'est pas simple dans un aussi petit pays que la Suisse. Ici, vous avez du géranium, vous avez du pissenlit, il y a de la renoncule. Les ruchers sont placés sous des énormes tilleuls. Il y a des pommiers, il y a des cerisiers. Et du moment où j'ai mes ruches qui sont disposées dans un parc régional, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans le bio. Pour Pierre Pirali, c'est un peu un rêve d'enfant qui se réalise. Faire de l'apiculture et même, pourquoi pas, essayer d'en vivre un jour. Parce que ces ruches sont placées en altitude, au-dessus de Montreux, le choix du bio est plus simple à réaliser que si elles étaient en plaine.
Ici au Vallon de Villars, d'abord on a une altitude de plus de 1000 mètres et dans un rayon de plus de 10 km aux alentours, on n'a pas de monoculture, on n'a pas de grands vergers, il n'y a pas de station d'épuration ou de décharge ou de site industriel. Donc c'est vraiment l'endroit, le site idéal pour se lancer dans le bio. Les apiculteurs bio sont rares en Suisse, car il leur est souvent difficile de remplir la première condition du cahier des charges. Les ruches doivent en effet être placées dans un rayon de 3 km, comprenant au moins 50% de plantations biologiques ou de surfaces non cultivées. Je peux les ouvrir. Il faut les ouvrir. Ce qu'il faut faire, c'est secouer les abeilles, qu'elles tombent, et après on les renverse. Vas-y, il ne faut pas traîner. Faut pas traîner, Pierre. Tu prends la louche, et puis tu prends sans écraser les abeilles. C'est quoi, on prend 500 ml à peu près? Oui. 5000 abeilles. Pierre Pirelli a trouvé son mentor en la personne de Samuel Cretegny, apiculteur professionnel de la région. C'est indispensable d'avoir un coach, et puis si possible, une personne qui a quand même passablement de ruches, parce qu'elle est censée, je dirais, vivre de ses revenus, donc elle doit travailler correctement. Une personne qui a 10 ruches, qui pense tout savoir, ce n'est pas toujours le cas. Il y a quand même beaucoup de traditions, manières de travailler qui n'ont plus cours aujourd'hui et qu'il faut vraiment couper avec ça. Anciennement, quand il n'y avait pas le varroa, on pouvait dire, vers la fin de la saison, il y a une colonie qui était faible, une autre qui était faible, on se dit on met 2 colonies faibles ensemble, ça nous fera une colonie. Et pour moi, c'est une erreur gravissime, c'est-à-dire que si elle est faible, pour voir pour quelle raison, et si on a des doutes, il faut brûler. Il faut supprimer tout risque d'infection de son rucher. Stop. Tu vois, ici, ben, on voit que ça n'a pas été tuberculé. Si c'est pas ouvert, il vaut mieux donner un petit coup de fourchette. Ah, sinon, qu'est-ce que ça fait si on laisse ces restes de tubercules? Si c'est plein de miel, c'est-à-dire ça va casser le cadre. Ça va casser le cadre en tournant. Des gestes de professionnels que Pierre Pirelli va devoir rapidement intégrer. L'an prochain, c'est lui qui reprend la miellerie. Si vous devez sortir un salaire de, je sais pas, 4, 5, 6, 7 000 francs, c'est difficile, c'est beaucoup de travail, parce que tout est manuel. Et quand on a 200 ruches, c'est 200 fois le même geste qui va se répéter. Et aussi, c'est un travail très saisonnier, donc c'est toute la période, on va dire, d'avril à octobre, à fin septembre, où on doit être là. On doit toujours être là, on ne peut pas prendre de vacances. Tu arrives, avec les années, à dire sur certains millésimes, des miels qui sont un peu plus différents, un peu plus corsés que d'autres? Oui, ça dépend. Par exemple, quand le tilleul est sorti, si vraiment il faisait un temps particulier, on a des odeurs de tilleul à l'extraction. On va essayer avec maturateur. Le miel de Samuel Cretegny n'est pas labellisé bio. Et il ne cache du reste pas ses doutes sur le cahier des charges de ce label. Je comprends parce que c'est dans l'air du temps, donc il faut s'adapter, je dirais, à ce qui se vend, ce qui se fait. Mais je dirais, le principal, c'est d'avoir les abeilles dans une région qui est bio, une région qui est en prairie naturelle. Ça, pour moi, c'est ça qui est le plus important. Ensuite, on peut discuter du nourrissement. Ce ne serait pas prioritaire pour moi de nourrir avec du bio. Car à part l'emplacement des ruches, le label bio a toute une série d'exigences, notamment sur le nourrissement des abeilles en hiver, quand celles-ci ont épuisé leurs réserves de miel. Dans le bio, seuls les sirops à base de sucre lui-même bio sont autorisés. Mais Pierre Pirelli a fait son choix. Je peux subvenir à la préservation des abeilles domestiques, qui sont un des principaux insectes pollinisateurs. On sait bien que sans les pollinisateurs, aujourd'hui, 30 à 40% de nos fruits et légumes n'existeraient pas sur les étals. Ça correspond à mes valeurs. J'estime avoir consommé l'environnement pendant toutes les années qui ont précédé dans ma vie. J'ai eu la chance dans la profession qui m'occupe actuellement de pouvoir voyager. Et maintenant, c'est ma responsabilité de pouvoir redonner aussi un tout petit peu ce que j'ai consommé.